Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de cet écosystème. Très bon épisode à tous. Salut Rémi. Salut Antoine. Ça va ? Ouais, au top. Bon, merci de me recevoir, c'est sympa. Avec grand plaisir. On est chez toi là, du coup. Exactement. Avec un beau setup juste derrière nous. Qui va nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, mais bon, tu commences à être un petit peu connu dans le monde du Web3. Ouais. En tout cas, tu fais partie d'une entreprise qui fait parler d'elle. Tiens, si on commençait par là, est-ce que moi j'aime bien demander souvent aux gens de se présenter avant de parler boulot, sans parler boulot, c'est-à-dire qui est Rémi Bompard, dans la vie. En général, si tu me croises en soirée, qu'est-ce que tu me racontes? J'essaierai de pas te parler de Web3. Ouais. Parce que je pense que il y a rien de plus barbant qu'un mec qui en soirée vient de te parler de son taf encore. C'est ça, exactement. Et même si probablement que ça interviendra au bout d'un moment, ouais. J'essaye surtout de pas avoir cet aspect-là en fait. C'est pas moi. Le Web3 c'est pas moi. Rémi Bompard, qui c'est je pense j'ai 27 ans, bientôt 28, donc c'est un jeune du moins dans l'esprit. Non, mais qui aime découvrir plein de choses. J'ai un parcours où, et j'en parlais hier soir avec un pote, où en fait, si tu regardes tout mon parcours depuis mon entrée à l'école jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, en fait, chaque étape de mes stages, de mes différentes expériences m'ont mené à faire ce que je fais en fait. Okay. Et tu vois, c'est hyper cohérent. J'ai découvert plein de trucs. J'ai eu la chance aussi qu'on me donne des responsabilités alors que j'étais très jeune. Ouais. Ce qui fait que ça m'a poussé, je pense, à entreprendre, à venir faire ma boîte pendant que j'étais en études. À la garder 3 ans, lever des fonds, avoir une centaine de milliers d'utilisateurs. Derrière, fermer tout ça parce que la deuxième levée de fonds n'a pas eu lieu. Remonter des boîtes, mais sur un format d'intrapreneuriat, sur des milieux totalement différents. On était dans le monde du conseil sur des sujets de portage salarial. Je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. Bon, c'est du contrat légal. Tu vois, assez barbant. Ah ouais, donc tu viens pas que du gaming. Non, j'ai pas fait que ça. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, et après vouloir revenir sur quelque chose de plus fun, la blockchain, c'est un sujet que je regarde depuis très longtemps. Donc tu vois, je pense que ce qui me caractérise, c'est vraiment cette envie de découverte, cette envie de voir ce qui peut se faire, comment optimiser des marchés en fait qui sont assez figés aujourd'hui, sur lesquels tu as des gros acteurs qui travaillent depuis des années, qui ont chopé leur monopole, ou tu vois. T'aimes bien bouleverser les marchés. Tu vois, voir comment. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, tu vois. Ok, hyper intéressant. Et du coup, alors t'as dit plein de choses. Aujourd'hui, t'es directeur opérationnel chez The Sandbox. Operation Manager. Ouais, on va pas employer des grands termes s'il y en a pas, mais en tout cas, t'es en charge des opérations dans l'entreprise The Sandbox. On va y revenir. Moi, ce que je voulais voir un peu en présentation, c'était dire que Rémi Bompard, avant tout, c'est un passionné quand même gaming, donc des nouvelles techno, des évolutions, et donc qui se tourne naturellement vers le Web3, j'imagine. Enfin, ça c'est venu assez naturellement. Tu nous raconteras ça après. Allons-y directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est The Sandbox? Est-ce que tu peux me pitcher rapidement? Ouais, carrément. Donc The Sandbox, c'est un univers de 160 000 parcelles dans lequel l'utilisateur va venir à travers un avatar, expérimenter des expériences de type très très divers. Donc tu vas pouvoir venir regarder des concerts, participer à des concerts, pas juste regarder mais aussi en faire partie. Tu vas pouvoir jouer à des jeux, tu vas pouvoir participer à des communautés. Donc en fait cette notion de social club est hyper importante parce que demain tu vas avoir des parcelles qui sont dédiées à des communautés, des groupes d'intérêt en fait, pour pouvoir partager autour d'un sujet. En fait, pour moi, c'est une extension du réseau social. Ouais. C'est une étape supérieure en termes d'immersion.
du réseau social qu'on connaît actuellement. Je me souviens que t'avais lors d'une conférence à laquelle tu participais chez Excelsior où on s'est rencontrés, je t'avais posé la question de la décentralisation, notamment avec les métaverses, et tu me disais, tu m'avais répondu ça très justement. Tu m'avais dit, bah pour moi un métaverse aujourd'hui c'est comme WhatsApp, Facebook où notre avatar c'est la photo de profil, sauf que là c'est différent, l'expérience sera différente, mais on est sur le même principe. C'est un réseau social avec un avatar et une expérience un peu plus immersive. Et tu vois, regarde, dans Facebook par exemple, tu as bien Facebook Gaming. Tu as des jeux, alors aujourd'hui c'est peut-être moins le cas, mais à une époque tu avais des jeux dans Facebook, dans le moteur directement de Facebook, tu pouvais jouer. Tu as évidemment tous ces groupes. Bon, aujourd'hui c'est peut-être moins performant que ça a pu l'être il y a quelques temps. Bah justement, on se demande ce qui va remplacer ça. Moi, je travaille sur le sujet, ça c'est hyper intéressant. Et tu vois, je pense en fait que demain, on se retrouvera dans Sandbox, comme tu te retrouvais dans un groupe pour parler de je ne sais trop quel sujet sur Facebook il y a quelques années. Et ça fait partie des social clubs. Et à côté de ça, tu pourras aller jouer à ton expérience des Schtroumpfs, à Walking Dead, aller derrière jumper sur un concert de Snoop Dogg ou de Blondish ou je ne sais trop qui. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans la vibe qu'on veut transmettre, ces mondes qui pas se fusionnent mais s'entremêlent en fait, et dans lesquels tu peux sauter d'un à l'autre sans avec le moins de friction possible. Ouais. Donc il y avait encore beaucoup de travail. On va y venir. Ok, donc The Sandbox, tu m'as expliqué ce que c'était. Tu m'as un peu dit à quoi ça servait. J'allais te demander à quoi ça sert. Question un peu bête, mais que beaucoup de gens doivent te poser. Mais à quoi ça sert un métaverse? Tu m'as dit donc à animer des communautés, à vivre des expériences différemment de ce qu'on peut vivre dans une vie physique ou dans une vie virtuelle déjà qu'on avait avant. Mais en fait, je pense que l'utilité de Sandbox va varier en fonction de qui tu es. Ouais. Et par exemple, une marque comme Gucci n'aura probablement pas la même utilisation de Sandbox que Snoop ou que Walking Dead, parce que leurs persona d'audience ne sont d'une part pas les mêmes et que leurs objectifs ne sont pas les mêmes non plus. Et c'est pour ça que quand je rencontre une marque qui me dit ouais je veux rentrer dans Sandbox, etc., ouais c'est cool, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Est-ce que c'est parce que tu as des objectifs de rétention, donc d'image de marque en quelque sorte, où tu vas chercher à développer des expériences très proches de ton client / utilisateur pour lui faire découvrir ta marque, peut-être venir plonger dans l'historique, dans l'histoire de la marque, comment expliquer comment tu fais tes produits, etc. Et enfin toute cette logique d'acquisition, donc là pour être sur un nouveau channel pure player du digital de vente. Est-ce que demain tu es capable de développer un canal de vente directement dans Sandbox? C'est des sujets sur lesquels nous aussi on a plein de sujets techniques à résoudre, bien sûr. C'est pas opérationnel aujourd'hui, mais ça a quel âge The Sandbox? Enfin, on dit The Sandbox ou Sandbox? The Sandbox. The Sandbox. Non, le nom de la boîte c'est The Sandbox. Ok. Mais en France on dit Sandbox. Non. Même chez Sandbox. C'est par à force de répéter Sandbox tous les jours au bout d'un moment. Mais non, c'est The Sandbox. Et donc The Sandbox. Alors, en fait, l'histoire est un peu particulière parce que c'est une société qui à l'origine est un jeu 2D sur mobile. Créé en 2012, si je ne me trompe pas. Qui a énormément évolué, mais qui a très bien marché. 40 millions d'utilisateurs. Et le principe, c'était qu'on pouvait, un peu comme Minecraft, exactement, on pouvait créer notre tout en monde. 2D, etc. Donc ça cartonne. Le jeu donc accueille plus de 40 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Et en 2018, ils se font racheter par Animoca Brands, qui est un conglomérat hongkongais, qui est très très présent dans le Web3. D'accord. Et donc 2018, rachat, et là virage à quasi 100% en fait vers le métaverse, ou du moins ce qu'il était à l'époque.
Et donc c'est exactement le moment où moi je rencontre Sébastien. Comme Sébastien je te qui disais tout à est donc le dirigeant ouais, et que tu me racontais en off. Alors je sais pas si tu me raconter la version, on y reviendra plus tard, mais comment t'es rentré chez The Sandbox, c'est assez original. Vous vous êtes croisés et tu me disais quand il m'a pitché la première fois, j'ai rien compris. C'est ça, exactement. Ouais, en fait, ça, c'est marrant. Sébastien, donc le fondateur, m'explique ce qu'est Sandbox en 2018. Moi, je suis là chez ma boîte. Je suis intéressé par les cryptos. Parce que mon concept veut amener le sujet vers la crypto-monnaie. Sauf que et donc je rencontre Seb qui me dit je monte un truc, machin, j'ai ma boîte, moi aussi. J'entends pas, on est en Finlande. J'entends un Français parler derrière moi, je me retourne, on commence à discuter. Tu vois, c'est cool. Mais j'ai rien pigé. donc je pense que en 4 ans, le marché, la maturité aussi a énormément évolué. Personnellement, mais aussi, et je pense plus largement, la communauté au global, c'est de quoi on parle quand on parle de métaverse aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et du coup, ton rôle Operation Manager, ça consiste à quoi chez The Sandbox aujourd'hui? C'est une sorte de bras droit des fondateurs. Qui vient s'assurer de la coordination de tous les départements. Ok. Principalement, je suis surtout sur des phases de production, marketing et business. La tech est un peu moins mon sujet de par mon profil. J'ai moins de connaissances. T'es pas le relais entre les fondateurs et toute la partie produit. Oui, parce qu'en fait le produit c'est plein de choses chez nous. Ça va être les jeux qu'on développe, ça va être la techno qui est la nôtre. Donc tu vois, c'est en fait. Oui, en effet. On a 3 produits en plus. Sandbox c'est 3 produits. Sandbox c'est le jeu. Donc l'interface du game client. Et ensuite ça va être les 2 outils qui permettent de créer des expériences. Donc VoxEdit et GameMaker, qui sont les 2 produits quasiment phares en fait de création. Donc tu as ces aspects-là, mais c'est effectivement sur ces aspects-là, c'est pas moi qui suis le référent, du moins sur ces sujets. Ouais, d'accord. Par contre, sur toute la partie production, je m'occupe de coordonner. Après, on a un directeur de production, on a interne, externe. Enfin bref, on a une structure organisationnelle là-dessus sur ces sujets. Mais je dois m'assurer en fait que nos objectifs sont respectés. Ouais, d'accord. Donc ça va passer par l'analyse des ventes, par exemple de NFT, ça va passer par le suivi des bottlenecks, parce que de temps en temps on a des sujets au niveau de la production, on n'arrive pas à délivrer, tu vois, enfin comme n'importe quelle boîte. Ouais, bien sûr. Donc comment on résout ces problèmes? Est-ce qu'on augmente où on optimise des process? Est-ce qu'on met en place des process aussi? Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc là, on est vraiment sur une phase de structuration, en fait. Ouais, d'accord. On a connu quand même une croissance assez impressionnante. En fait, moi, je suis arrivé en octobre. C'était en 2019, 2020, où ça a commencé à vraiment... Les premières ventes de land se font en 2020, mais en fait... Donc un land, c'est un territoire. On va revenir sur les bases après. C'est ça, je pense que c'est important. Revenons-y maintenant. En fait, The Sandbox, donc tu m'as expliqué le concept. Moi, j'allais te demander là quel est le modèle économique, mais peut-être avant le fonctionnement. Tu vas me dire si je me trompe. The Sandbox, c'est donc un monde virtuel dans lequel des gens peuvent venir et acquérir un land, donc un territoire. Tu m'as dit 160 000 pièces, 166 464. Donc c'est le même principe que le Bitcoin, c'est délimité, c'est fermé, et donc il y a une valorisation au fur et à mesure que c'est une rareté. Voilà, il y a une rareté qui fait que plus les gens en achètent, plus ça va coûter cher. Et du coup, aujourd'hui, on a des marques qui viennent. Des marques sachant qu'on a vendu aujourd'hui 70% de la map. Ouais, ok. Le reste est pas encore disponible. En fait, petit à petit, on le met en vente. C'est intéressant ça. Et voilà. C'est intéressant parce qu'il y a des agences immobilières qui commencent à se monter autour de ça. On y reviendra. Mais du coup, aujourd'hui, tu as des marques qui peuvent acquérir des lands et donc proposer une nouvelle expérience à leur communauté. Mais tu as aussi des gens, toi ou moi en particulier, peut venir et acquérir un land dans The Sandbox et demain, construire construire son truc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc pour The Sandbox, le modèle économique, c'est uniquement la vente ou c'est de la location? Vous êtes quoi? Vous êtes comme un promoteur immobilier? Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs sujets. Donc, premièrement, ce sujet de land, qui est de la promotion immobilière classique.
du real estate. Mhm. Donc, tout le monde comprend le modèle. Tu achètes une parcelle, tu construis dessus. Basique. Mais quand tu achètes, tu es propriétaire. Tu loues pas à The Non. Sandbox. Ouais. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de modèle de location. On réfléchit à ça dans le Bien futur. sûr, c'est dans la roadmap. Ouais, exactement. mais aujourd'hui, tu ne peux pas louer des lands à Sandbox. Ensuite. Et moi, je peux acheter et en louer? Alors, fondamentalement, oui. Mhm. Mais par contre, ça te demande ton propre smart contract de location. Ouais, ok. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas Vous ce voulez genre pas de être choses. responsable de ça. Exactement. Ouais. Okay. Donc, et par exemple, des marques comme Exclusible Mhm. ont fait des villas et ont généré des NFT de villas qui, dans le smart contract de leur NFT de villa, dit qu'ils possèdent la villa qui est située à tel endroit pour pas que, en fait, ça empiète sur l'espace des autres. Ouais, d'accord. Ok. Parce que sur une land, tu peux faire fitter plusieurs villas. Ouais, ok, d'accord. Mais donc, comment tu vends ces villas si elles sont sur la même land? Donc, enfin voilà. Oui, en fait, vous vendez le land et après eux, moi, je suis possesseur d'un land, je peux déterminer que j'en ai 25% et j'en vends 75%. Exactement. Donc, Ouais, donc ok. en fait, il y a des sujets là-dessus. On est aussi pas mal challengé sur. Aujourd'hui, on sait plutôt bien délimiter sur des surfaces horizontales. Mhm. Par contre, demain, tu fais un building. Ah oui. Sachant qu'en fait, une land, juste pour aussi remettre les choses dans leur contexte, une land, c'est l'équivalent de 100 mètres Mhm. par 100 mètres sur 128 mètres de haut. D'accord. Donc potentiellement, tu peux faire des immeubles, en Ouais, fait. des bâtiments. Et tu hauteur. pourrais vendre des apparts, apparts, tu vois, dans le métaverse. Ça peut être envisageable, ça l'est Ça déjà. sera fait. Enfin voilà. Mais par contre, comment tu fais pour garantir la propriété dans un espace où horizontalement c'est le même coordonnées? Ouais. Bah, En c'est fait, le smart contract, ouais. C'est ton c'est ton Z en fait Ouais. dans ton espace X, Y, Z, 3D ouais. qui te permet d'avoir cette donnée là. D'accord. Aujourd'hui, on sait pas le traiter. Ok. Donc voilà, c'est des sujets qui devront être Ouais. opérés dans le futur pour fournir de plus en plus de possibilités à nos landowners. Ok. Donc ça, c'est la partie promotion immobilière. Exactement. Et après, tu parlais de business model. Ouais. Après, on vend aussi des NFT Ouais. qui sont des assets in-game. Ok. En fait, que tu vas pouvoir placer dans tes expériences de jeu. Mhm. Ça va être aussi des avatars. Donc ça veut dire que si j'ai mon avatar, bah donc j'achète un avatar Ouais. à The Sandbox, j'ai un NFT qui correspond à cet avatar, mais après je peux acheter des assets, donc Oui. une épée, un chapeau. Exactement. Un Voilà. dragon, parce que tu veux mettre un dragon stylé et tu as pas envie de le construire toi-même. Mm. Donc en fait, tu vas l'acheter à un artiste. Et donc c'est pour ça que c'est une économie circulaire. Ah, C'est ouais. que tout cet écosystème est autosuffisant. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vendent leur. Ouais. C'est pas The Sandbox qui vend, ça peut être l'artiste. Nous, Moi, on a nos propres collections, Oui, bien mais sûr. en fait, il y a aussi des artistes qui vendent. Et là-dessus, nous, on prend 5%. ouais. Donc, Ça change des 47% de méta. on est bien d'accord. Donc, et par contre, après, on a aussi des royalties. Mm. Donc, sur le marché secondaire. Donc, dès qu'une land, par exemple, va être revendue, Ouais. on touche 5% de D'accord. ce montant-là. Ouais. Ok. Donc, c'est du MRR classique Mhm. et qui nous permet de stabiliser le modèle aussi. D'accord. Et Parce que par exemple, on fait pas payer les serveurs. ouais. Le landowner, il bénéficie de toute l'infrastructure. Ouais, sans payer les serveurs. Sans payer les serveurs. Donc Mais au tu bout d'un moment, parles il y a de- des frais de fonctionnement qui doivent rentrer dans la balance. Tu parles de MRR, mais c'est pas du récurrent si c'est que à la revente. Ah ouais, non. Alors, non, Ouais, c'est plutôt du monthly revenues. Ça veut C'est dire pas que- du recurring. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si moi je décide de jamais revendre, tu prends jamais 5% On est bien d'accord. sur. Ouais, ok. non, non, Mais bon, il y a certain. tellement de données. En fait, Et il y a à peu près, il y a des pourcentages assez fixes, enfin, assez réguliers de ventes sur le marché secondaire. Ouais, d'accord. Ce qui fait que on a à peu près les mêmes revenus tous les Ouais. mois qui rentrent grâce au secondary market. Vous avez vos stats, ouais. Ok. Et donc tu me disais, par exemple, j'ai envie de m'acheter un dragon stylé pour un jeu. Au-delà du stylé, est-ce qu'il y a des assets qui ont qui vont te donner des avantages dans certains jeux? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va arriver. Là, pour le moment, on est plutôt sur de l'apparence. Ouais. Ce qui est Mais, normal. On est mais au en départ, fait, on est ouais. en train d'intégrer une économie Mm. directement avec ce qu'on appelle des gemmes et des catalystes Mhm. qui vont venir modifier les propriétés de ton asset. Ouais. Et donc, par exemple, avoir une paire de pompes qui te Mm. permet de sauter plus loin, Ouais, de ok. sauter plus haut, de voler. Enfin, tu vois, Ok. on peut imaginer plein de choses. Et donc là, aujourd'hui, dans The Sandbox, tu me parlais de marques. On a des jeux, on a des marques. Mm. Est-ce que ça, c'est déjà lié? Est-ce qu'il y a des marques qui font leurs propres jeux, qui vont donner, je sais pas moi, des avantages à leur communauté? Par exemple, Gucci, tu gagnes un sac à main si tu gagnes mon Ouais. petit jeu. Ou, Alors,
En fait, ce qui est complexe, c'est que aujourd'hui, on n'a pas encore d'expérience live oui, bien de sûr. ces marques-là. Donc, on est surtout sur du prospectif. Ça veut dire que vous dites aux marques, venez chez nous. Il va se passer des choses bien pour votre communauté. Soyez les premiers à y être. En fait, aujourd'hui on développe ces expériences-là. Moi, je sais jouer dans l'expérience de, je ne sais plus trop quelle marque, Adidas par exemple. Je peux jouer dans leur expérience, mais c'est une expérience test. Elle n'est pas encore accessible à la communauté. D'accord. Je peux jouer dans les landes Walking Dead, dans les landes des Schtroumpfs, etc. sans problème. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité aussi de la marque de vouloir créer des ponts entre le réel et le physique. Moi, dès que je parle avec des marques, donc il y a cette première question de pourquoi. Ensuite, c'est comment. Si c'est juste dire je suis dans Sandbox pour être dans Sandbox, très franchement. C'est ça. Non. Il y a un aspect communautaire, t'en as parlé, on y reviendra. Mais les communautés, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, alors on va pas utiliser le mot influenceur, mais les créateurs de contenu sont sur Insta, TikTok, YouTube. Demain, on imagine qu'il y aura encore une nouvelle verticale qui sera les métaverses, qui sera The Sandbox, Decentraland ou autre. Et du coup... Et sachant que ce que tu viens de dire là n'est pas exclusif non plus. Tu peux être dans Decentraland, dans Exclusible, dans Otherside et dans Somnium Space aussi. Il faudrait être très fort. Voilà, tu peux... En fait, chaque métaverse a aussi sa stratégie. On a des verticales qui sont assez claires, je pense. Et en fait, pourquoi pas, et on a déjà Gucci par exemple qui est sur Roblox, qui a un métaverse non décentralisé, qui etc. est gaming. Exactement, gaming. Et on a aussi Gucci dans Sandbox. Donc pourquoi en fait rendre la chose complètement exclusive? Oui, c'est-à-dire que Gucci se sont pris un terrain dans Roblox et un terrain dans The Sandbox. Donc eux, ils misent tout sur le Web 3, enfin sur l'avenir. Et leur expérience sera d'ailleurs différente entre les deux, parce que tu ne proposes pas les mêmes. Déjà, on n'a pas les mêmes fonctionnalités que Roblox. Et on n'a pas la même audience. On peut permettre aussi différentes choses. Et aussi d'autres choses en moins. On faut être aussi réaliste. Donc, comment tu arbitres en fait entre tout ça? Moi, je pense que la gamification, on en parlait tout à l'heure, permet de faire des choses assez dingues en termes d'animation de communauté, de communication aussi à une audience. Ce qui fait que je pense que le futur passera par la gamification. Et tout métaverse qui n'envisage pas de gamification d'expérience en termes de rétention, de monétisation, oui, c'est ça, sera limité. On y vient, c'est exactement ça. C'est une question hyper intéressante. C'est la dernière fois, donc à une autre conférence, à une formation Web3, on voyait quelqu'un qui présentait donc l'intérêt des métaverses, les NFT, la valeur, la propriété dans les métaverses, donc tout l'intérêt des NFT. Et les gens étaient là, c'était des gens très intelligents, voilà, qui ont fait des super boîtes, qui disaient OK, and so what après, tu vois. Et en fait, moi, j'avais envie de leur dire, mais vos enfants ont joué à des jeux, ont valorisé des choses dans des jeux, ils vont vouloir le garder. Donc l'intérêt des NFT, ça c'est sûr, mais aussi il y a des applications. Le gaming, en fait, aujourd'hui, trouve des applications dans tout, dans l'éducation. On en parlait dans les RH. Aujourd'hui, si tu veux former tes équipes, ça peut passer par le jeu. Si tu veux enseigner aux enfants, ça peut passer par le jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Normalement, ça semble être la meilleure solution. Et tu vois, enfin, dans le top, alors, je veux pas dire de bêtises, mais dans le top 10 des applications mobiles qui génèrent le plus de revenus et qui ont les plus grosses rétentions, tu as, je crois, eu 80% de jeux, et les 20% restants, c'est des applis de dating. Parce que leur modèle est récurrent, mais même eux travaillent sur des mécaniques de gamification. Bien sûr. Donc, Tinder, il y a de la gamification, c'est plus moins. Exactement. C'est un jeu. Et donc même si ce sont pas des jeux à part entière, tous sont des mécaniques de gamification. Donc, pour moi, ça prouve aussi bien l'efficacité du modèle. Et je pense que c'est la force de Sandbox aujourd'hui. C'est qu'on permet à tout le monde de créer des expériences. Donc tout le monde peut créer, tout le monde peut produire du contenu. Et en plus de ça, tout le monde a la possibilité de gamifier grâce à nos outils. Et c'est un monde qui est natif en fait. Bien sûr.
Ça, c'est hyper intéressant. Et ça permet un peu de lever une première légende urbaine, enfin, qu'on entend beaucoup par rapport au métaverse, et on va tous finir dedans, à faire que ça, avec un casque sur la tête, à rester dans nos chambres. Non, en fait, en tout cas, aujourd'hui, The Sandbox et ses concurrents, le but, c'est la gamification, c'est de proposer une nouvelle expérience, mais qui soit complémentaire à celle qui existe Sachant qu'on n'est déjà. pas compatible en VR. Oui. Le Sandbox, tu veux y jouer, c'est sur ton desktop. Oui, quand tu dis VR, c'est réalité virtuelle. Ouais, avec ton casque. Pour les gens qui nous écoutent. Non, avec ton casque, tu vois. Ça sert à rien. Demain, il y a personne qui peut utiliser Sandbox comme ça. Ouais. Et on a beaucoup plus d'ambition d'aller sur du mobile que sur de la réalité virtuelle. Ouais, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, on veut être complémentaire. Parce que il y aura trop de, enfin, déjà moi, titre perso, demain tu me dis, tu restes chez toi avec ton casque et tu vas te prendre une bière virtuelle avec tes potes. Et mec, aucun intérêt. Non. En fait, genre. Mais même et tu peux tirer ça sur plein de sujets, que ce soit des concerts, même tu vois, faut aussi être réaliste. Ce n'est pas la même expérience que d'aller dans un concert dans le métaverse que d'aller. Mais par contre, ça permet de l'accessibilité. Et donc, si tu n'as pas la possibilité d'accéder à un concert et que tu veux quand même en faire partie, tu as Sandbox qui propose une expérience différente. Et tu pourrais même faire les deux. Tu pourrais aller voir ton artiste préféré en vrai et derrière assister aussi dans le métaverse. Parce que l'expérience, les possibilités d'expression sont totalement diverses. Et pour moi, c'est là-dessus en fait que les marques doivent tabler si elles veulent faire quelque chose de pertinent. On n'est pas en train de dire qu'on va absorber l'âme de leurs utilisateurs. Enfin, tu vois, je fais exprès d'utiliser des mots. Non, mais c'est bien que tu le dises. Et moi, c'est un peu le combat aussi que je mène à travers ce podcast, c'est montrer que en fait, les gens parlent beaucoup du Web 3 en ce moment. C'est très médiatisé. Il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et en fait, quand tu t'intéresses au sujet, tu te rends compte qu'il y a des applications hyper intéressantes. Il y a une folie spéculative autour des cryptos, de la blockchain en général et des NFT. Mais il y a ce qui vient après. Et là, on y est, quoi. On est dans le dur. Et ça, c'est intéressant parce que, en effet, moi, je suis une entreprise aujourd'hui. Alors, on va y venir. D'ailleurs, on va y venir, parce que je suis une entreprise aujourd'hui. Il faut que je m'intéresse au Web3. Il faut que je m'intéresse au métaverse parce que ça propose des nouveaux outils de productivité, de créativité à mes collaborateurs. Donc, tu me disais tout à l'heure, dans The Sandbox, vous avez déjà des clients qui sont là en prospectif, qui préparent leur version live. Donc, il y a Gucci. Est-ce que tu peux m'en citer d'autres, des très connus? On a entre 200 et 250 marques aujourd'hui. Une ou deux, hein. Adidas, sont là aussi. Adidas, Walking Dead, Schtroumpf. On va avoir. Après, on va avoir des gens qui viennent pas forcément directement avec nous, mais tu vas avoir des joueurs de foot, comme Marco Verratti, qui ont acheté via Exclusible leur maison dans le Metaverse. Et après, en fait, il y en a plein aussi qui arrivent que je peux pas citer encore parce qu'elles sont pas encore annoncées. Non, mais c'est bien. Mais pour le coup, on a des très très belles annonces qui vont arriver et ça fait plaisir. Ok. Et du coup, ces marques, donc ces entreprises, aujourd'hui, elles payent. Première question, elles payent comment? Elles payent en crypto pour acheter dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, oui, sachant qu'on a des prix qui sont fixes et transparents. On vend du 1 par 1 au 24 par 24. Donc 1 par 1 c'est une land, 3 par 3 c'est un carré de 3 sur 3 landes, donc 9 landes, ainsi de suite. Donc en fait on a plusieurs façons de fonctionner. Et par ordre de prix, par exemple si je prends un 24 par 24 les prix sont, alors là pour le coup là c'est sûr de vie. Parce qu'en fait c'est des surfaces qui sont tellement énormes qu'on veut s'assurer de l'utilité fondamentale d'une surface comme celle-ci. Donc il y a un aspect contrôle auquel on reviendra, mais c'est-à-dire que là vous contrôlez. Après attention, tu peux acheter un 24 par 24 sur OpenSea s'il est en vente. Ouais. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je suis pas certain qu'il y en ait à disposition. Mais est-ce que The Sandbox veut quand même s'assurer, quand moi je veux acheter un 24 par 24, vous allez venir me voir et me dire OK, qu'est-ce que tu veux en faire Antoine, parce que nous dans The Sandbox, on veut pas que t'achètes un terrain pour en faire de la merde. Quoi. Alors non, tu achètes demain un 3 par 3. Tu en fais ce que tu veux. Ok, d'accord. On n'a pas de droit de regard là-dessus. Ok. Par contre, tu veux nous l'acheter à nous en direct. Là, oui. Ouais, mais alors, imaginons... parce qu'en fait, tant que tout n'est pas sur le marché secondaire,
on veut s'assurer de la pertinence. Et après, c'est le marché secondaire qui régulera en fait. Ouais, mais imaginons, par exemple, sur The Sandbox, aujourd'hui, il faut être majeur. Non. Ok. Donc demain, je suis Pornhub. Ouais. Je veux faire un land, je veux acheter un land et faire une super expérience. Alors attention. Là, on est en train. Non. En fait, alors pour le moment, on est en train de mettre en place tout ça. Donc on est en train de mettre en place. En fait, pour le moment, ce genre de contenu est interdit. Ouais. Par contre, on est en train de mettre en place de la modération d'images, de textes, parce que potentiellement, et je te donne un exemple assez classique, tu joues à un FPS, donc un jeu de tir. Demain, c'est un jeu de tir dans Sandbox, et en fait, tu veux dire à ton coéquipier, kill him. Et en fait, tu joues au bisounours, et tu dis kill him, peut-être que le mec il comprend mal. En fait, peut-être que tu vois le contexte en fait est très différent en fonction des expériences dans lesquelles tu vis en fait. Donc ce qui veut dire que notre système de modération va être adapté à chaque land. Et chaque détenteur de land sera capable de donner un certain niveau de modération pour que en fonction du contexte dans lequel tu évolues, tu puisses autoriser plus ou moins en fait de discours un peu dur, voire vulgaire. Oui, ça veut dire parce qu'en fait, il y a certains concepts où certaines communautés où certains types de langages seront plus acceptés que d'autres. Bien sûr. Et donc, faut pas non plus tout cloisonner. Non, c'est clair. Mais donc, c'est pour ça qu'on vient de signer un partenariat là avec un outil de modération très flexible. D'accord. Qui va nous permettre d'avoir ce genre de granularité. L'exemple assez intéressant, enfin qui me semble comparable à ça, c'est Twitch. Aujourd'hui, chaque mois j'ai ma chaîne Twitch. Alors je peux me faire ban si je dis des horreurs, mais par contre j'ai une communauté avec une modération et ça se fait un peu naturellement. C'est ma communauté qui modère. Mes modérateurs font partie de ma communauté. Après voilà, on est bien d'accord. Comme tu le dis à juste titre, tu as des termes et des sujets. Oui, voilà. On parle pas qui seront forcément bannis. Il n'y a pas de sujet. Là, pour le coup, oui, tu peux pas, donner un exemple, tu vas pas commencer à faire la promotion du nazisme, sur une lampe. Non, mais voilà, disons les choses, voilà. Tous les deux en tête, c'est Harold Goldwyn. Non, exactement. Celui-là, voilà, c'est clairement des sujets sur lesquels il y aura pas de latitude. Par contre, sur des sujets, de sexe, de drogue, de violence, en fait, tu peux avoir comme les PEGI en fait, le système de PEGI dans les jeux vidéo. Bien sûr, c'est permet est censé classifier, catégoriser les expériences. Oui, mais au moins on est informé. Exactement. Et puis moi je trouve que c'est important que tout le monde ait sa place. Après, en effet, il y aura de toute façon une stabilisation naturelle. Bien sûr. Ok, revenons aux entreprises. Donc tu me disais, désolé, je digresse, mais c'est hyper intéressant. Les entreprises, donc elles achètent des lands. Aujourd'hui, donc elles en sont propriétaires, elles ont payé one shot, elles préparent leurs expériences dedans. Leur but, c'est donc d'amener des communautés, de proposer une nouvelle expérience. On prend un exemple, Gucci, ils ont vendu beaucoup de sacs à main. Alors pas dans The Sandbox, mais je sais plus c'est dans Roblox qu'ils ont vendu. Ils vendent déjà des choses sous forme de NFT exactement. Où ils font gagner. Alors c'est pas des NFT. C'est pas des NFT. Non. Roblox n'est pas décentralisé, donc tu ne peux pas acheter des NFT dans Roblox. Ah oui. Tu vas acheter des assets, mais demain imagine. Mais Roblox crash. Exactement. C'est mort. C'est comme Fortnite. Fortnite et très franchement, j'ai été au prime de Fortnite un très gros joueur. J'ai beaucoup joué, j'ai géré des joueurs pro aussi sur Fortnite. C'était ça quand t'étais pro non, pas sur Fortnite. Pas fait de la compétition sur Fortnite. Mais moi j'ai beaucoup joué, je suivais des joueurs pro que je coordonnais, etc., qui ont fait des très gros tops européens, etc. Mais Fortnite ferme demain, j'ai dépensé 500 balles dans des skins, c'est que je les perds. Ils sont pas à moi. Alors qu'en fait, grâce à la blockchain, la décentralisation et l'ownership des tokens, tout est ta propriété. Tu peux le revendre, tu peux en faire ce que tu veux. Donc The Sandbox sera décentralisé et donc décentralisé. Pardon, je dis sera parce que on n'est pas live, mais en tout cas c'est décentralisé. Et si je possède des assets dans The Sandbox, ils resteront ma propriété sous forme de NFT. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'aller encore plus loin. C'est de créer de l'interopérabilité entre les mondes.
parce que comme on en parlait tout à C'est ça l'heure, qui est hyper intéressant. et moi c'est ce que j'adore, Ouais. franchement aussi, même en fait, c'est comment un asset peut arriver à être réutilisé Dans dans un des autre monde. contextes différents, Ouais. et pas forcément des métaverses, mais Oui. Ça veut en dire fait, que tu vois, si je possède ça peut être sur des collections NFT, ça peut Ouais. être, enfin, tu vois, tu peux imaginer avoir des partenariats avec des collections NFT qui fait que si tu possèdes un asset Sandbox, en fait, ça te donne des avantages en plus pour cette communauté-là. Enfin, Moi, je vois par exemple le concert. C'est-à-dire que si j'ai acheté un asset qui me fait gagner une place de concert dans un sandbox, j'arrive, j'ai ma place de concert sur mon smartphone en réel, quoi, Ouais. pour aller au vrai concert. Ouais, donc ça, ok. Et l'interopérabilité entre mondes. Donc, si on reste dans le virtuel, par exemple Decentraland, aujourd'hui, ce qui est intéressant, ça fait de vous des non-concurrents entre guillemets. C'est-à-dire que vous devez travailler ensemble. Ça fait un pour effet de réseau supplémentaire. Ouais. Vous devez être c'est ma GoPro qui s'éteint, pardon. Vous devez être interopérable. Ouais. Je sais pas comment si c'est comme ça. Non, qu'on c'est dit comme peut-être. ça. Ouais. Donc vous travaillez ensemble en fait, main dans la main. C'est pas la Alors, guerre de. Je vais. C'est un sujet qui est essentiel, mais en étant tout à fait transparent, parce que je pense que c'est aussi important. Oui, on va aller vers ce genre de choses. Aujourd'hui, on a tellement de sujets internes, chacun de notre côté, à traiter. Oui, qu'on en, ouais. On en est loin. Ah ok, d'accord. D'accord. On se parle de dizaines d'années, quoi. Peut-être pas. Non. Quand même pas. Non, Ouais. n'exagérons rien. Ouais. Mais non, quand même pas. Je sais pas. Non, et surtout vu la vitesse à laquelle on avance. Ouais. En fait, c'est juste que tant que le cœur du moteur est pas entièrement prêt, ça sert à rien de se disperser dans tous les sens à faire tout et n'importe quoi. Là, je pense qu'on est tous chacun dans notre coin en train de créer nos mondes, de créer nos univers, nos identités de marque, etc. Qui est d'ailleurs pour Sandbox extrêmement forte. Ouais. Parce qu'on fait pas du photoréaliste. Demain, tu vois des cubes, tu sais que c'est nous. Ouais, c'est clair. Contrairement à d'autres univers d'ailleurs. Ouais. Des cubes qu'on appelle voxels. Ouais, des voxels. Il y a aussi Minecraft. Oui. Donc ouais, c'est. Mais c'est pas le même type de voxel. Ouais, c'est ça. En termes de taille. Donc on est capable, nous, par exemple, d'aller dans du détail plus profond, précis. Précis que Minecraft. Parce que la taille de nos voxels est plus petite. Donc mécaniquement, ton voxel, c'est un pixel, en fait, en 3D. Donc tu arrives à de la granularité supérieure. Ok. Hyper intéressant. Donc ouais, donc tu parlais de l'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est un sujet assez lointain parce qu'aujourd'hui, vous avez chacun vos roadmaps. C'est ça. Et donc en fait, on arrive à créer de l'interopérabilité avec des collections NFT. Donc typiquement, si demain tu possèdes un World of Women, qui est une collection phare aujourd'hui de l'écosystème, eh bien, tu vas être capable, grâce à ton World of Women, d'en avoir un avatar dans Sandbox gratuitement que tu pourras incarner. D'accord. Moi, par exemple, je possède un World of Women. Si j'ai envie de jouer avec mon avatar World of Women, je peux le faire. D'accord. Donc, voilà, c'est comment tu utilises pour aussi de l'identité. On pourrait imaginer ça pour des clubs de foot. On sait à quel point les gens sont friands de porter leur maillot. Moi, je viens de Marseille, donc fervent supporter de l'Olympique de Marseille. C'est je là vais pas qu'on me va faire que arrêter, des, exactement, je vais pas me faire que des potes par ici, mais tu vois, je suis très fier de porter mon maillot. Ouais. Est-ce que tu te baladerais avec ton maillot de ton club préféré dans Sandbox pour montrer que tu es supporter de cette équipe? Ouais. Et tu fais partie d'une communauté. Exactement. Encore une fois, ouais. C'est toujours une question de, et en fait, cette question des NFT, du métaverse, on en revient toujours à la même chose. C'est de l'identité digitale. Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes et comment tu le mets en avant. Et sur Twitter, quand tu vois que Twitter a lancé cette fonctionnalité de prouver que c'est bien un NFT, ta photo de profil, et de changer donc la forme en hexagone, de passer de rond à hexagone, c'est loin d'être anodin. Ouais. En fait, c'est une façon supplémentaire de montrer qui tu es, que tu fais partie de l'écosystème Web3 et que tu es avisé, parce que tu as ton hexagone, donc ça veut dire que tu as prouvé ton identité comme telle. Ouais, ok. T'as une identité. Et en plus de ça, tu as derrière la collection NFT que tu montres. Ouais. Quand tu montres un Bored Apes, tu fais partie de la plus grosse collection au monde. Ouais, il y a une street cred. Exactement. Ouais, bien sûr. Et tu peux tweeter en postant avec un Bored Apes.
ton tweet aura mécaniquement plus de valeur qu'un mec qui n'a rien en fait, ou qui a une photo de profil qui veut rien dire. Ça, je suis d'accord. Je vois la street cred des NFT, par exemple, pareil pour CryptoPunk. Tu le mets sur ton compte LinkedIn, on sait que t'es un mec qui a les moyens d'acheter exactement. quelque chose. Donc potentiellement, t'as plein d'autres projets à faire autour de ça. Mais moi, je trouve que c'est une vision un peu long shot, peut-être, de dire, moi, je me baladerais. Regarde tes photos Instagram. Oui, alors ça, oui, les photos Instagram, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, je veux dire, dans des métaverses où tu te balades, où tu as besoin d'avoir d'avoir de la crédibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont. Est-ce que, alors, en fait, tout le monde n'y est pas encore. J'ai pas de stats, donc là, ce que je dis là, c'est purement prospectif et hypothétique. Mais là, on est en train de rendre interopérables d'autres grosses collections NFT. Dont celle qu'on a mentionnée, qui vont permettre à des gens d'afficher en fait leur NFT qui valent très cher sous forme d'avatar et de jouer avec ces avatars. D'accord. Oui, donc là, en effet, le gars, tu le croises dans un World of Women, ça coûte 15 Ethers. Ouais. 15 Ethers, c'est quand même des sommes colossales pour un JPEG, hein. Mais sauf que c'est pas que ça. Oui, c'est pas que ça. Et c'est pour ça que ça a de la valeur, en fait. Donc, mais en fait, c'est ça, moi. C'est que pour l'instant, moi, tu me dis si je me trompe, mais ce que j'imagine, c'est que aujourd'hui, ça me sert à rien d'aller montrer mon CryptoPunk ou mon World of Women dans The Sandbox, parce que les gens n'y sont pas. C'est les entreprises qui feront venir les gens. C'est-à-dire que les entreprises... Attention, on a quand même 2,5 millions de wallets inscrits, 350 000 monthly active users. Ouais, bien sûr. Non, mais... tu vois, enfin, il y a quand même des gens, hein. Ouais, je parle pour le monde des communs. Je veux dire, là, aujourd'hui, t'as des, comme on appelle des Web 3 aficionados. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on sait que ça va venir au grand public, on sait que c'est en train de le faire là. Mais et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est par qui ça passe. Et pour moi, ça passe par les entreprises, parce qu'aujourd'hui, tu dis, t'as Gucci, Adidas et plein d'autres qui viennent chez toi, qui vont faire venir leur communauté pour jouer. Et là, il va se créer des mondes, et là, il va y avoir des gens, et là, tu vas pouvoir flex un peu avec ton avatar. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que mon NFT, mon avatar me sert pas que à flex. On en a parlé. Il me sert pas que à faire le beau gosse dans un métaverse. Du coup, les entreprises aujourd'hui, elles, quand elles viennent te voir, elles veulent faire quoi? C'est quoi ce qu'elles veulent faire? C'est des expériences pour leur communauté. Ok. Et en fait, donc tu as raison dans le sens où... C'est que ça. C'est-à-dire que on parlait du RH tout à l'heure. Tu vois? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire des bureaux dans The Sandbox? Ouais, il y en a. Il y en a. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Oui, tu vas avoir ce genre d'expérience. À titre perso, je suis pas persuadé que ce soit les expériences qui vont le mieux marcher. Parce que tu ne gamifies rien. Tu fais juste du passif, en fait, en termes d'implication de l'utilisateur. Et comme les musées, c'est génial. Je pense que c'est une super idée. Mais pour créer de la rétention, il faut du jeu. Non, pas forcément. En fait, pour un musée, si tu ne fais qu'un musée, il va falloir t'assurer d'une rotation du contenu tellement régulière. Regarde. Oui, parce qu'une fois que je l'ai fait... Même dans le monde réel, tu vas une fois au Louvre. Tu y vas pourquoi? Tu as plusieurs choses. Tu vas au Louvre parce que tu as le bâtiment, en fait, le lieu qui est quand même un symbole historique, et tu vas avoir derrière tout le contenu. Mais pourquoi tu vas retourner au Louvre? Est-ce que tu vas y retourner toutes les 2 semaines? Je pense pas. Non, sauf si je suis historien. Là, voilà. J'emmène mes élèves d'histoire de l'art. Et en fait, moi, je suis allé une fois au Louvre dans ma vie. J'adore l'Égypte antique. Donc, je suis allé me faire toute l'aile de l'Égypte antique. Par contre, l'art, la Joconde et compagnie, la Joconde, etc., c'est pour... Excusez-moi pour les artistes, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais pas perdre mon temps dans ce genre de choses. Par contre, demain, ils font venir des fossiles, tu vois, en fait. S'ils renouvellent la collection. Exactement. Bien sûr. Je serai amené à y retourner. Et peut-être que j'y retournerai dans 10 ans après pour revoir ce que j'ai vu parce que ça fait très longtemps et donc j'ai envie de le revoir. Mais 10 ans, en termes de rétention, c'est quand même pas top. Non, c'est ça. Donc comment, en fait, tu vas faire pour avoir des expériences qui vont faire revenir les gens? Je pense que ça passe par le contenu. Ok.
ou la gamification, mais gamifier un musée, ça reste quand même complexe. Donc, tu vois, c'est des stratégies, en fait, que tu aurais des stratégies de galeriste, en fait. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont plutôt une volonté dans The Sandbox. Aujourd'hui, principalement, c'est pour construire une communauté, venir faire des petits jeux qui vont donner des avantages à ma marque, ça me donnera des codes de réduction, des choses comme ça. Par exemple, il y a Casino qui a annoncé donc sa marque. Donc on est sur une marque franco-française, hein, enfin même s'ils ont des bureaux à l'étranger, mais là en l'occurrence c'est surtout une expérience franco-française. Et expérience que je trouve très intéressante parce que ils vont activer des ponts entre le réel et le digital. Pour créer en fait le fait que quand tu consommes en vrai, tu possèdes du cashback en crypto. D'accord. Que ce cashback en crypto, tu puisses aller le redeem, le récupérer dans notre écosystème à nous. Et sois poussé à jouer ou à découvrir la marque qui te fasse gagner des points de fidélité à dépenser dans la vraie vie. Et pour moi, c'est ce cercle vertueux en fait qui fait que les gens vont faire des allers-retours entre le physique, le réel et le digital. Parce que c'est là qu'il y a de la valeur. Donc, voilà. Moi, c'est ce genre de choses que je trouve assez intéressant aussi pour des marques retail, par exemple. Oui, c'est ça. En retail, de toute façon, on voit tout de suite l'intérêt. On voit tout de suite l'intérêt, mais c'est pour ça que j'essaie de creuser un peu, voir si des entreprises qui sont pas dans le retail ont aussi des intérêts. On parle de création de communauté, en effet, ça c'est top. Après, tu vois, on peut parler de Warner. Warner qui a signé un énorme deal. On a quand même un carré de, je crois que c'est du 24 par 24 si je me trompe pas. Donc c'est la taille la plus grande qu'on peut proposer. Et qui va mettre en avant des artistes qui sont pas encore annoncés, des artistes de leur label en fait, dans notre écosystème pour dynamiser l'écosystème musical, proposer des expériences innovantes en termes de concerts, pouvoir rendre plus accessible aussi certains types de concerts. Bien sûr. Enfin voilà, et aussi toujours pareil, faire ce fan engagement et permettre aux gens d'acheter des assets pour les porter et montrer qu'ils sont fans de tel ou tel artiste. Bah oui, c'est sûr. Et puis on imagine qu'il va y avoir des concerts. Il peut y avoir peut-être des coiffures iconiques. Tu vois, donc tu achètes en fait une coiffure que tu vas pouvoir mettre sur ton personnage et Un exemple qui me fait penser à ça, c'est il y a pas longtemps là, j'ai interviewé Arthur Mamoumani, qui est l'architecte qui a fait le temple de Burning Man. Et lui, il me racontait qu'ils l'ont déjà fait donc dans le métaverse de Microsoft pendant le Covid. Ils ont fait un Burning Man virtuel, quoi. Et en effet, Burning Man, c'est un festival où les gens se déguisent, deviennent des avatars. Et donc, t'imagines bien qu'il doit y avoir il va y avoir des concerts assez intéressants de ce point de vue-là avec les assets de chacun. Ok. Passionnant. Donc c'est pour ça que les entreprises aujourd'hui sont là, et ça c'est cool. Moi je trouve que ça passe par là. C'est ça qui va nous faire venir nous public, grand public. Mais c'est ça. Et en fait potentiellement que demain un utilisateur viendra parce qu'il est fan de Snoop. Et en fait il se retrouvera à jouer à l'expérience des Schtroumpfs parce que elle est pas très loin, ou parce que en fait le concept a l'air de l'intéresser et il se dit que ça peut être fun, tu vois. Parce que tu es plongé dans un monde qui est totalement différent. Il y a aussi ça, c'est se sortir du réel. Tu vois, ce truc de en fait demain dans Sandbox tu as un univers qui peut s'affranchir des contraintes physiques. Et c'est quand même vachement fort. Bah oui, c'est clair. Ça ouvre des possibilités. C'est ça. La physique, la gravité, tu vois, tout ce genre de choses, tu peux t'en affranchir. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les prêts que j'ai l'occasion de faire, je finis par une slide qui avec un gros imagination au milieu. Et en fait, c'est un peu le message que je veux faire passer, c'est ce truc de vous avez de la créativité, vous avez de l'imagination, sortez de vos codes, sortez de votre zone de confort. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez comme ça, comme vous avez toujours réfléchi, bah, soit vous allez être trop frileux et vous n'allez pas sauter le pas. Soit vous allez reproduire ce que vous ferez exactement sur Facebook, sur Twitter, et c'est exactement ce qu'on dit aller aussi. Aller plus loin, essayer de transposer vos codes
votre image de marque à un univers qui est différent et prenez des risques. Parce que oui, on est un univers voxelisé, donc on a souvent été challengé sur le design, sur la beauté relative en fait de nos assets, mais c'est un parti pris artistique, accessible aussi, parce que grâce à ça, tout le monde peut créer. Ouais. Et demain, dans Sandbox, tu sais que tu fais partie de Sandbox parce que tu as un design extrêmement unique, ou du moins spécifique. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, bah c'est très intéressant. Nous, c'est exactement ce qu'on dit aussi à nos clients quand on fait des séminaires autour du Web3. C'est juste le Web3. Ok, peut-être que vous n'allez pas y trouver d'application directe pour votre service que vous proposez aujourd'hui, mais vos collaborateurs ou vous, en tout cas, vous pouvez trouver. Ça vous offre de nouveaux outils de productivité et de créativité. On parlait de créativité, qui sont immenses. Donc, il faut un minimum s'y intéresser aujourd'hui. Non, tout à fait. Et bah ok, écoute, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a pas mal échangé. Je pense qu'on a bien compris ce que c'était que The Sandbox. Donc merci beaucoup. Et puis bah bon courage pour la suite. Avec plaisir. La roadmap, juste dernière question. Aujourd'hui, on sait à peu près quand ça sera live ou alors non. C'est encore flou, ouais. En interne, on a des petites idées, mais c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu appelles être live? Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est être live en continu? Si c'est le cas, bah oui, ce sera dans un moment. Là, on va augmenter le rythme sur lequel on va être disponible. Ouais. Donc en fait, là, on a annoncé la Pride Week, donc pour mettre en avant des communautés différentes, sur auxquelles on n'a pas encore, sur lesquelles on s'est pas beaucoup exprimé sur le sujet, donc les mettre en avant. Et donc rendre le jeu disponible avec des expériences uniques à ce moment-là, pour ensuite arriver sur l'Alpha 3. L'Alpha 3, donc qui va être une alpha très axée sur les IP. Pour la première fois, on aura des expériences qui proviennent de contenus externes. Alors que jusqu'à présent, c'était vraiment nous, Sandbox, qui produisions le contenu. Là, pour la première fois, on va vraiment aller sur des contenus d'IP connus. Donc ça, c'est un vrai pas en avant. De l'interopérabilité accrue avec de nombreuses collections NFT connues. Pareil, pour faire de l'effet de réseau, pouvoir utiliser aussi, augmenter l'utilité aussi des collections NFT, tout simplement. Et après, on va arriver sur le troisième quarter 4 de l'année prochaine. Enfin de cette année, pardon, avec des alphas plus régulières, des possibilités aussi pour les landowners de mettre leur expérience à disposition sans avoir besoin de faire partie d'une alpha ou pas. Ok, d'accord. Et oui, donc plus d'utilité aussi. Quelques mois, moi j'ai mon land et je peux offrir une expérience à ma communauté. Tu disais 10 ans par exemple pour l'interopérabilité. Oui. Non, en fait, on n'est pas sur ces timelines-là. On va beaucoup plus vite. Et on est conscient en fait des pain points aujourd'hui existants, que tout n'est pas 100% prêt, etc. Mais c'est pour ça qu'on parle d'alpha. Et c'est pour ça qu'on fait ça de manière contrôlée. On n'ouvre pas les vannes parce que sinon ça pourrait nous tuer en fait. Ouais, c'est ça. Donc faut faire attention. Et à chaque fois, surtout en fait, on récolte des feedbacks pour faire de la modification, apporter de nouvelles features, apporter plus d'expériences, de nouveaux types d'expériences, etc. Donc là, tu vois, on aura entre 30 et 40 expériences pour la prochaine saison. Un peu comme l'Alpha V2, mais qui seront différentes, plus grandes, peut-être plus multiplayer aussi, là où l'expérience de l'Alpha saison 2 était très solo player. Donc voilà, il y a plein de choses. On teste des choses. Ok. Ouais, c'est principe, itération jusqu'à ce qu'on trouve. Sachant que tu vois, tous ces modèles-là, en fait, derrière, peuvent être réutilisables. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui marchera. Oui. Vu que chaque landowner pourra avoir son propre système de reward, son propre système de monétisation. Demain, nous, on teste des choses. Et après, les landowners en font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de réutiliser ce qu'on a fait, le format de reward qu'on a utilisé, ils peuvent. Mais désolé, ça me fait découler 2 autres questions là. La première, c'est
Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu qui déjà s'intéressent à ça, à The Sandbox? T'as des mecs qui streament, enfin des mecs, des gens qui streament sur Sandbox, sur Twitch. Même nous en interne, on a des content creators. Ça se matérialise comment? Ça veut dire que ils montrent. En fait, tu peux jouer aux expériences dans le Game Maker, même si elles sont pas dispo. Donc tu peux visiter des expériences. Les content creators peuvent montrer aussi ce qu'ils sont en train de créer eux, parce qu'il y a beaucoup de content creators qui ne sont pas juste sur de la diffusion, mais qui sont sur la création de contenu. Donc ils vont montrer comment ils créent leur épée, comment ils créent leur renard. Enfin, tu vois, c'est. Mais c'est-à-dire que le gars, il est sur Twitch, donc je peux le regarder sur Twitch, et je peux aussi aller dans The Sandbox et le voir streamer. Non. Par contre, non, c'est sur Twitch. Et, oui, c'est juste et en sur fait, Twitch. il stream sa POV de tu le vois lui ce qu'il fait dans The Sandbox. Exactement. Ok, d'accord. Et moi c'est ça que je voudrais savoir, c'est la next step, ça va être au lieu d'aller le voir sur Twitch, je pourrais aller le voir faire une conférence ou tu vois, raconter dans Sandbox. En fait, ça on est en train de travailler sur des outils de streaming qui devraient être live d'ici fin d'année. Qui vont ça c'est fou, qui vont permettre de diffuser du flux vidéo et sonore dans Sandbox. Directement. Ça c'est fou. Au travers d'une LAN, d'un écran géant par exemple. Ça va intéresser tout le monde. Que ce soit à Warner. C'est sûr. Ok, voilà. Trop cool. Dernière question. Est-ce que quelqu'un est déjà venu te parler de climat par rapport à The Sandbox ou au Web3? Climat. Écologie quoi. Écologie, exactement. Bien sûr. Il y a des projets qui se font? Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que, je sais pas, moi on essaye toujours de trouver, on pose la question à chaque fois à nos invités, on se dit, ok, le Web3 c'est trop cool, mais il y a aussi un enjeu à côté qui est le changement climatique. Il y a des mecs qui ont créé des startup studios Web3 autour du climat, c'est très cool. Est-ce qu'aujourd'hui, The Sandbox, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, les mecs, on voudrait faire un projet, par exemple, je sais pas, est-ce que Sea Shepherd veut se créer son land? Pourquoi pas? Alors, donc, on a plusieurs axes de travail sur ces aspects d'écologie. Premier, et en fait, c'est un axe capital pour nous aujourd'hui, qui est lié à la technologie en elle-même. On parle souvent du fait que la blockchain, ça consomme, blablabla, etc. Oui, ça consomme. En comparaison avec le nombre de transactions qui sont passées sur Visa, par exemple, on n'est pas beaucoup plus consommateur en réalité. Enfin, si tu compares à masse, en fait, et à périmètre équivalent, il y a beaucoup de blabla pour pas grand chose. Mais, par contre, ça reste quand même un sujet important, parce que ça consomme. Donc, c'est pour ça que nous, on est sur une technologie qui est Ethereum. On est en train de passer sur un layer 2, qui s'appelle Polygon. Bien sûr. Polygon, pour les non initiés, permet une optimisation énergétique énorme sur ces sujets-là. C'est un protocole différent, et d'ailleurs aujourd'hui quand on va sur OpenSea créer un NFT, il vaut mieux passer par Polygon. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de gas fee comme on dit. Il y en a, mais ils sont tellement réduits, et en fait le nombre de transactions par minute est bien supérieur, ce qui fait que tu as beaucoup moins besoin d'énergie pour passer des blocs. Enfin, donc c'est Pierre Papron qui nous disait aujourd'hui créer un NFT via Ethereum, je crois que c'est l'équivalent de 4000 km en Tesla. C'est possible. La consommation d'un foyer pendant un mois. C'est possible. Voilà. Non mais c'est et donc vous êtes j'ai pas les chiffres mais vous êtes intéressé au sujet en tout cas. Ah non mais c'est même pas qu'on est intéressé, c'est que c'est déjà live. En fait aujourd'hui si tu veux utiliser le layer 2, c'est possible. On est en train d'étendre ces applications pour que ce soit encore plus largement accessible, mais on a Polygon qui est actif, on a ce qu'on appelle le M-Sand qui est notre monnaie version Polygon. Et qui est utilisable. Donc ça existe. Et après tu as des sponsoring autour de projets divers et variés où on aide justement à la reforestation, à ce genre de choses. Donc oui, on aide plein de projets. Il y a des projets sur lesquels on travaille et pour le coup on communique assez régulièrement sur le sujet parce que c'est important et ça nous tient à cœur. Et comme je le disais juste avant, c'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de blabla autour qu'on doit pas s'y intéresser. Non, bien sûr. C'est un vrai sujet interne qui est pris à bras le corps
et sur lequel on avance. Trop cool. Bah moi c'est important que les gens le sachent et l'entendent. Le Web3 n'est pas une bulle qui ferme les yeux par rapport à ça. Non, complètement. Et on n'est pas non plus les pollueurs qui détruisent toute la planète. Non, enfin voilà. Non, faut mais aussi. De toute façon, enfin oui, on va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais oui. Mais enfin voilà. Ok. En tout cas. Voilà, comme vous voyez, j'essaye de sauver déjà cette plante, ça serait pas mal. Bon bah ok, merci beaucoup Rémi. En tout cas, c'était passionnant. Ça le sera, je pense, pour tout le monde. On te retrouve sur quoi? Sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, Twitter. Ok. Et bah parfait. C'est les 2 réseaux sur lesquels je suis actif. Ok. Trop cool. Merci pour ton temps. Merci à vous. Et à la prochaine. À très vite. Ciao. Salut.